Bienvenue dans le débat consacré à l'Iran qui connaît une 12e journée de contestation. Un mouvement qui ne faiblit pas malgré les tentatives d'apaisement du président Pezeshkian. Des manifestations ont lieu dans une cinquantaine de villes, essentiellement des petites et moyennes villes, surtout dans l'ouest du pays, mais aussi dans le nord-est. Avant-hier, mardi, des heurts se sont produits à Téhéran en plein jour, au Grand Bazar. Selon l'IHR, basé en Norvège, le président iranien a ordonné aux forces de l'ordre de ne pas s'en prendre aux manifestants, a-t-il dit, selon l'agence de presse MER. 7 partis d'opposition kurdes iraniens basés en Irak ont appelé à une grève générale des Kurdes en Iran ce jeudi. À Téhéran, aujourd'hui, le Grand Bazar est fermé, ainsi que de nombreux restaurants. Le chef de l'armée iranienne a menacé de riposter avec plus de fermeté si Trump mettait à exécution ses menaces d'intervenir militairement en Iran si des manifestants étaient tués. Alors on va revenir sur ces 12 jours de manifestation. La mobilisation va-t-elle se poursuivre et quelles conséquences pour le pouvoir iranien ? Quel est l'impact dans la région ? Après le Venezuela, Trump pourrait-il intervenir en Iran ? On pose toutes ces questions à mes invités. Mariam Pirzadeh est avec nous ce soir. Bonsoir Mariam, bonsoir, ancienne correspondante de France 24 en Iran et rédactrice en chef à France 24. Merci d'être là. Nous avons avec nous ce soir Shirin Ardakani. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Avocate et présidente de l'association Iran Justice, avocate du prix Nobel de la paix Narges Mohammadi, également Cécile Collère et Jacques Paris, qui ont été libérés, on le rappelle, et qui sont donc maintenant en France. Merci. Qui ne sont pas en France. Qui ne sont pas en France, pardon. Ils sont à France, à l'ambassade de France. Tout à fait. En Iran. En Iran. Ils sont à l'ambassade de France en Iran. Ils ont été, en tout cas, ils ne sont plus en prison. Merci d'être là. Donc, Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard, correspondant France-Europe pour le quotidien suisse Blick. Et puis Adel Bakawan est avec nous ce soir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa, chercheur associé également au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI, auteur de La décomposition du Moyen-Orient. C'est aux éditions Talendier. Avant d'entamer cette discussion, je vous propose de revenir sur ces manifestations qui ont lieu en Iran avec Stéphanie Pérez. Un peu partout en Iran, comme ici dans le nord, les mêmes images. Des groupes de manifestants qui prennent les rues. Cela appelle la population à les rejoindre. Le mouvement n'atteint pas la mobilisation qui a suivi la mort de Mahsa Amini pour un voile mal porté, mais il ne faiblit pas malgré la répression. Au moins 27 morts depuis 11 jours, selon une ONG. Ici, des échauffourées au bazar de Téhéran, d'où tout a démarré. Tout un symbole, même ces ouvriers de l'industrie énergétique ont rejoint la grève, sur le plus grand champ gazier du monde. Souvent, le même slogan, mort au dictateur, mort à Khamenei, en référence au guide suprême. La rue, excédée, pointe du doigt l'incapacité du régime iranien à gérer la crise économique. Dans les rangs majoritairement des classes populaires, étouffées par l'hyperinflation. Il suffit de se rendre dans un supermarché de Téhéran pour mesurer le casse-tête des ménages. Dans ce commerce, très peu de clients, et pour cause, selon le vendeur. Le prix du litre d'huile a été multiplié par 2 et le gouvernement annonce l'augmentation de 50 ou 100% pour d'autres produits prochainement. Notre équipe a suivi cet électricien qui soutient le mouvement et dont nous protégeons l'identité. Acheter des œufs ou de la viande, pour lui, est devenu un luxe. On ne peut plus manger à notre faim aujourd'hui. Si je veux acheter de la viande, je dois faire un crédit. Devant ces courses, qui lui ont coûté 4 fois plus cher qu'il y a un an, il se désespère. Ces billets n'ont plus de valeur. Je paie souvent par carte bancaire parce qu'il me faudrait des sacs entiers de monnaie autrement. Le président iranien a ordonné aux forces de l'ordre de ne pas s'en prendre aux manifestants. L'Iran se sait sous pression, à la fois de la rue, mais aussi des États-Unis. Ce mouvement, au départ, c'était plutôt une contestation économique dans le bazar, au bazar de Téhéran. Et ensuite, c'est redevenu un mouvement politique plus proche de Femmes, Vie, Liberté, celui qu'on connaissait. En fait, ça a commencé le dimanche, il y a 12-13 jours. Ce sont les vendeurs d'or et les marchands de portables qui ont décidé de ne plus travailler parce qu'ils ont dit, voilà, notre monnaie ne vaut plus rien parce que le rial officiellement, mais c'est le Touman, on parle en Touman, le rial avait atteint
1 400 000 pour $1. Et ils se sont dit, voilà, notre marchandise n'a plus aucune valeur, on ne peut plus travailler. Elle a perdu la moitié de sa valeur, c'est ça, face au dollar. Et même là, ces derniers jours, elle a perdu pratiquement 80% de sa valeur. Et donc, spontanément, ils ont fermé leur boutique, ils ont commencé à manifester, se sont joints rapidement les étudiants. Et très, très vite, il y a eu des slogans politiques et non pas économiques. Ce ne sont pas des slogans économiques qu'on a entendus dans la rue. Et ce mouvement de protestation, effectivement, évolue de jour en jour. Et c'est aujourd'hui, je pense, la continuité de mouvements qui ont été initiés en 2017 contre la vie chère. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023... 2024, il y a eu des manifestations en Iran. Donc en fait, même si aujourd'hui les manifestations, si elles s'arrêtaient, elles reprendraient très rapidement parce que le mouvement de colère, la colère des Iraniens, elle est extrêmement profonde. Shirin Ardakani, est-ce que c'est aussi un mouvement comme celui de Femmes, Vie, Liberté ? Est-ce qu'il y a autant de personnes, d'Iraniens dans la rue qu'à l'époque, on parle, c'était 2022 ou pas ? Alors, il y a des choses qui se ressemblent et puis il y a des différences. La première, c'est la revendication très nette de rejet absolu du système de la République islamique et de la volonté de passer vers une démocratie. Ça, je crois que nul aujourd'hui ne peut le contester. C'est ça le lien entre ce mouvement-là et celui de Femmes, Vie, Liberté. Après, les revendications ne sont pas les mêmes. Femmes, Vie, Liberté, c'était une révolution culturelle, une exigence d'égalité entre les hommes et les femmes. On a beaucoup entendu cela. Là, on voit que ce ne sont pas les mêmes personnes forcément qui se mobilisent. Jina Mahsa Amini, quand elle est tuée par la police des mœurs en septembre 2022, ça va agréger des étudiants, la jeunesse d'abord, et ensuite l'ensemble de la société. Et là, c'est l'inverse. C'est d'abord les bazaris, c'est plutôt des hommes d'un certain âge qui, en principe, sont plutôt conservateurs et qui va amener ensuite... Qui ont un bon pouvoir d'achat. Voilà, qui ont un pouvoir d'achat qui ensuite vont amener les autres couches de la société. Donc, ce n'est pas les mêmes personnes au départ qui vont se mobiliser, mais à la fin, on en arrive à la volonté d'en terminer avec le régime et avec des mots d'ordre qui sont différents. Là, c'est des mots d'ordre au départ qui étaient relatifs au pouvoir d'achat et au pouvoir de vivre. Mais en définitive, on arrive à peu près à la même conclusion. Et avec Reza Pahlavi, donc, qui est scandé, son nom est scandé, c'est héritier du Shah, en tout cas dans certaines des manifestations, des vidéos qu'on a pu voir. Alors, écoutez, ça c'est quelque chose qui va revenir sur le fait de savoir est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent Reza Pahlavi en Iran. Je pense effectivement qu'il y a des gens qui soutiennent Reza Pahlavi. Il y a aussi des gens, beaucoup de gens qui ne soutiennent pas Reza Pahlavi. Donc, je veux dire, à un moment donné, moi, je ne suis pas dans la tête des Iraniens. Les Iraniens, c'est pas une masse homogène dont on pourrait tirer une évidence politique à la lueur de vidéos qui sont irriguées sur Internet. Moi, je pense que pour avoir on va dire un pronostic sérieux de ce qui pourrait être une alternative politique, eh bien, il faudrait envisager une transition démocratique qui représenterait toutes les sensibilités à l'œuvre dans le pays. Et c'est pas les prisonniers politiques qui manquent dans ce pays. On a des prisons politiques dans lesquelles il y a des milliers et des milliers de militants d'opposition. Il y a une portion très maigre de royalistes, mais les 75 autres %, c'est pas des royalistes. On va y revenir. Adel Bakawan, 7 partis d'opposition kurdes iraniens basés en Irak ont appelé à une grève générale des Kurdes en Iran. Elle était d'ailleurs kurde. Oui. Mahsa Amini, pardon. Et en fait, ces Kurdes, que recherchent-ils ? Pourquoi est-ce qu'ils se forment une communauté en Iran ? Pourquoi est-ce qu'il y a tout d'un coup un appel des Kurdes ensemble pour justement... Écoutez, j'ai passé une bonne partie de ma journée à parler avec les Kurdes, à la fois de l'intérieur d'Iran et les Kurdes iraniens installés à Erbil, les partis d'opposition. Suite ou grâce à ces échanges multiples avec eux, il y a un indicateur très important qui sort de tout ça, c'est qu'ils veulent s'inscrire dans un récit national. Ils ne veulent pas jouer à eux seuls pour parler par exemple, comme ils le revendiquaient dans les années 40, 50, voire même 90, autonomie pour nous, ce qui se passe dans le reste de l'Iran, on s'en fiche. Non, aujourd'hui, ils sont dans un récit, comme vous l'avez dit, démocratique. Ils veulent vraiment s'inscrire dans ce récit-là et c'est pourquoi ils veulent coordonner leur action dans cette dimension nationale. Alors, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur.
Mais par contre, si vous me permettez, pour rebondir par rapport au roi, on a eu exactement le même débat en Irak à la chute du régime de Saddam Hussein. On se disait, est-ce que les Irakiens sont plutôt pour le retour de la monarchie, le représentant de la monarchie qui est installé en Jordanie ou pas? Finalement, on a fait un référendum. 99% des Irakiens ont rejeté catégoriquement le retour de la monarchie. Je pense qu'il est peu probable que les Iraniens, après cette sortie de la monarchie, cette vie avec la République, bien évidemment la République islamique, malgré la dictature, le totalitarisme, la répression, etc., il est peu probable que les Iraniens reviennent à la monarchie. Le guide suprême, Ali Khamenei, a pris la parole samedi pour appeler justement à ce que les émeutiers, je le cite, soient remis en place. On va l'écouter. Manifester est légitime, mais les émeutes sont différentes. Nous dialoguons avec les manifestants. Les autorités devraient dialoguer avec eux. Mais il est inutile de dialoguer avec les émeutiers. Ces derniers doivent être remis à leur place. J'avais les réponses très fermes. Je vais vous faire réagir sur cette réponse de Ali Khamenei. Mais vous qui connaissez bien les États-Unis, est-ce qu'aujourd'hui il est plus sous pression parce que Trump est au pouvoir, parce que Trump est intervenu au Venezuela, parce qu'il y a eu un affaiblissement aussi de l'Iran après les frappes à la fois américaines et israéliennes en juin dernier? Bien sûr, parce que Trump est en ce moment saisi par une sorte de fièvre de l'hubris. On le voit bien. Ça a marché en Iran. Les frappes en question, bon, on n'en connaît pas tout à fait les contours des destructions du programme atomique, mais de facto, ça a quand même eu un impact majeur, et surtout, ça s'est déroulé selon les plans américains sans accroc. Ensuite, il y a le Venezuela, capture de Maduro à Caracas, à nouveau sans accroc, ça se passe parfaitement conformément au plan. Donc, Donald Trump peut très bien être tenté par ce nouveau type d'aventure militaire, c'est-à-dire la police, ce qui, à ses yeux, relève de la police mondiale. Je rappelle qu'il a aussi frappé au Nigeria, il y a eu des frappes pour défendre les chrétiens. Donc imaginez que demain, il fasse de nouvelles frappes ciblées, si j'ai bien dit ciblées, parce que c'est comme ça qu'il procède, contre l'Iran, pour éventuellement éliminer l'un ou l'autre des dirigeants, ou pour vraiment semer un climat de peur au sein du régime, ça ne me paraît pas du tout impossible. J'ajoute, mais là, on a des experts sur le plateau, que le régime iranien est quand même, on l'a compris depuis la guerre, les frappes israéliennes pour tuer le dirigeant du Hamas, c'est un régime vérolé de l'intérieur. C'est un régime qui est infiltré par le renseignement israélien, probablement infiltré par le renseignement américain. Donc il y a, oui, des raisons d'avoir peur pour les dignitaires du régime iranien. Mariam, vous pensez qu'il est particulièrement sous pression, Khamenei, aujourd'hui ? Oui, il est sous pression. Quand on le voit là, moi, ça me rappelle cette image de lui dans un bunker au moment de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, où il a mis du temps à apparaître. Il est apparu affaibli. Il a 87 ans, il a un cancer, il est malade, il est sous dialyse. Lui était dans un bunker pendant que la population iranienne était à la merci de l'aviation israélienne. Bien sûr qu'il est affaibli, mais il ne faut pas oublier que c'est un régime qui est théocratico-militaire, donc c'est le guide suprême qui dirige l'Iran de facto, mais il y a autour de lui les gardiens de la révolution qui portent bien leur nom, c'est de protéger la révolution islamique et ses principes. Les gardiens de la révolution, aujourd'hui, on estime qu'ils détiennent au moins 60% de l'économie iranienne, ils sont très puissants, ils bénéficient notamment, et c'est là aussi l'un des objets de la colère des manifestants, ils bénéficient d'un taux de change préférentiel, ces gens-là. Donc, c'est-à-dire que pour eux, par exemple, ils vont échanger $1 contre 28 000 rials, ce qui est 6 fois moins qu'un Iranien lambda qui voudrait changer sa monnaie qui ne vaut actuellement plus rien. Et donc, quand ce régime est affaibli, ce régime théocratico-militaire, quand un régime comme ça est affaibli, eh bien, ils ont peur, effectivement, et leur réponse est tout le temps la répression. Aujourd'hui, en Iran, Internet est très lent. Ils ont coupé Internet, les dernières informations. Les réactions de l'autorité judiciaire qui dépend directement de Ali Khamenei, le guide suprême, ce sont des mots extrêmement durs contre les manifestants, promettant vraiment d'être fermes contre ce qu'ils appellent des émeutiers. J'ai même entendu à la télévision iranienne des journalistes parler d'ordures, d'émeutiers, des manifestants. Voilà, c'est comme ça que
c'est comme ça que le régime le présente dans son narratif. Ça montre toute la fébrilité de ce système qui vacille effectivement depuis déjà de nombreuses années et qui a été très affaibli par ces 2 dernières années, depuis le 7 octobre, si on remonte jusque-là. Chirine Ardakani, vous êtes d'accord, il est un peu aux abois, ce pouvoir. Il joue sa survie en interne aussi, ou pas? Évidemment qu'il est secoué à chaque fois qu'il y a des vagues de manifestations comme celle-ci. Et en même temps, moi, j'ai toujours très peur de l'analyse qui consiste à dire que ce régime-là est aux abois, etc. Il y a eu quand même une séquence après le 7 octobre, il faut avouer, qui n'est pas rassurante du point de vue de l'avocate des droits humains que je suis. Auparavant, l'Iran était très investi auprès de ses proxys, donc ses affidés à la fois du Hezbollah, du Hamas dans la région, des Houthis du Yémen, etc., en Syrie aussi, et par ailleurs avait un axe de la résistance chiite qui faisait dans sa zone d'influence, mais sans doute que les géopolitistes et les experts le diront mieux que moi, ils avaient investi des milices qui étaient occupées un peu ailleurs. Le problème, c'est que cet acte de la résistance qui a été quand même anéanti, sinon en tout cas affaibli, fait qu'on a rapatrié à domicile toutes les milices que désormais on voit dans les rues et qui vont aller tabasser du manifestant. Donc j'ai envie de dire, d'une certaine façon, on a déshabillé Paul pour habiller Jacques, et ça veut dire que toute cette violence-là, qui aujourd'hui est le fait de toutes ces milices-là qui ont été rapatriées, pas toutes, parce qu'il y avait aussi des milices locales, notamment en Irak, etc. Mais il y a aussi ceux qui avaient été dépêchés sur les terrains étrangers. Donc moi, je suis quand même assez... Donc répression qui serait de pire en pire, c'est-à-dire, c'est pas qu'elle est pire on parle de ça. Il y a une ONG qui parle de 50 morts déjà depuis le début de la mobilisation. Oui, mais parce qu'en fait, il y a eu quand même un atermoiement. Là, pendant 3-4 jours, au départ, le régime ne savait pas trop comment il allait répondre sur les manifestants. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a pas eu de tir direct sur la foule. On va dire qu'on se tâtait un petit peu pour savoir comment est-ce qu'on allait leur régler leur compte. Mais ensuite, une fois que le guide suprême, et c'est toujours comme ça que ça se passe en République islamique, va donner le ton. Et là, il a donné le ton il y a quelques jours. Le ton, c'était pas de merci, pas de quartier avec les émeutiers. Et l'arsenal répressif a commencé à se déployer à ce moment-là. On a commencé à ouvrir le feu sur la foule, on a commencé à faire amener les chars dans les rues, et là, quand on regarde dans toutes les rues, notamment des campagnes, c'est ultra militarisé. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'un régime qui est fragilisé, c'est un régime qui va réprimer dans le bain de sang. Voilà, donc ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est faible, en tout cas militairement. Là, ça va être la substantifique moelle de la violence aveugle du régime. Il compense sa faiblesse par plus de répression. Écoutez... Encore plus. Adel Bakawan. Parce qu'il joue sa survie, c'est ça. Attendez, lorsque j'écoute Donald Trump et certaines déclarations venant de Tel Aviv, la première question que je me pose, est-ce c'est responsable? Est-ce c'est responsable de se comporter de cette façon-là? Vous parlez de Trump, là? Oui, Donald Trump, mais aussi des déclarations israéliennes. On va l'écouter, justement. On va l'écouter, parce que puisque vous réagissez, vous me devancez. On va l'écouter parce qu'il a réagi aux manifestations en Iran. C'était dans son avion présidentiel face à la presse le 4 janvier. On va s'en occuper, on suit la situation de près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont déjà fait, je pense qu'ils vont être sévèrement punis par les États-Unis. Là, vous faisiez référence à cette déclaration. Voilà, absolument. Il y a, malgré le mouvement de contestation, malgré cette colère généralisée nationale en Iran contre la République islamique d'Iran et le régime depuis 46 ans, 47 ans, il y a quand même un nationalisme iranien. Au moment où il y a une force étrangère, comme les États-Unis d'Amérique, comme Israël, n'importe, même comme l'Irak, pendant la guerre Iran-Irak, naturellement, les différentes catégories sociales se rassemblent autour de ce nationalisme iranien. Donc, si pendant ce mouvement de contestation, les Israéliens ou les Américains engagent des frappes, jamais bien évidemment des troupes au sol, voilà, depuis l'Irak, pour moi, c'est la fin de ce mouvement, pour le moment, de ce mouvement de contestation. Et ensuite, au Moyen-Orient, il y a une grande méfiance structurelle par rapport aux États-Unis d'Amérique. On se souvient très bien, en 1991, le président des États-Unis d'Amérique a demandé aux Irakiens de descendre dans la rue contre le régime de Saddam Hussein. Au moment où les Irakiens ont libéré, entre guillemets, 15 provinces sur 18, le président des États-Unis d'Amérique a tourné le dos
au peuple irakien et a donné le feu vert à Saddam Hussein pour réprimer tout le monde. Quelle garantie les Iraniens ont aujourd'hui si jamais ils descendent massivement par des millions dans la rue et si jamais il y aura la répression, les États-Unis d'Amérique tiendront leurs promesses. Et ensuite, je vais m'arrêter là. Certains chercheurs ou diplomates nous parlent de la thèse de l'effondrement à l'intérieur du régime, pour soi, en soi, avec soi, mais je crois absolument que cette hypothèse n'est absolument pas valide. Pourquoi ? Parce que le régime dispose à la fois militairement, socialement et économiquement des ressources pour ne pas s'effondrer à l'intérieur. Donc, il ne s'effondrerait pas de l'intérieur. Et Donald Trump, manifestement, Richard Verly, on l'a encore entendu, lui souhaiterait peut-être intervenir. Enfin, en tout cas, est-ce que le fait qu'il soit intervenu au Venezuela rend plus probable cette hypothèse d'intervention américaine en Iran ? Il y a eu cette réunion entre Donald Trump, on va revoir les images, et Benyamin Netanyahou, c'était en décembre, où on sait qu'ils ont quand même parlé, et les Israéliens ont un plan, une opération qui valide une opération en Iran. Donc c'est un scénario probable. Il y a au moins 2 raisons géopolitiques qui peuvent pousser Donald Trump à intervenir. Et encore une fois, troupe au sol, c'est évidemment hors de question. Hors de question. On a bien vu la méthode Trump, c'est la méthode des frappes très ciblées. Dans ce cas de figure, ça pourrait être, par exemple, une frappe ciblée contre un responsable ou plusieurs responsables des services de sécurité. Et dans ce cas, ça pourrait peut-être, mais là je parle sous le contrôle des experts, avoir un impact sur la situation sur le terrain. Après, donc la première raison, elle est claire, c'est le pétrole. Vous imaginez, alors là c'est grand chelem. Il a réussi à avoir le pétrole du Venezuela et ensuite il neutralise en quelque sorte, à travers un changement de régime, le pétrole iranien vis-à-vis de la Chine, qui est bien évidemment son objectif principal. Donc ça, c'est une raison géopolitique tout de même majeure. Et puis, la deuxième raison pour Donald Trump, c'est évidemment la sécurité d'Israël. C'est clair qu'il est maintenant dans un pacte avec Benjamin Netanyahou et que si tous les deux, parce que c'est un tandem, si tous les deux parvenaient à un changement de régime en Iran, ce serait une victoire géopolitique pour l'administration Trump majeure. Attention, je n'ai pas du tout dit qu'il allait le faire, mais je dis que dans la situation où il est, il peut être tenté de le faire. Myriam, il pourrait être tenté de le faire dans la situation actuelle. Enfin là, en plus, vous parlez de changement de régime. Pour l'instant, au Venezuela, on n'est pas du tout dans ce scénario, puisque le régime est toujours en place. On est dans une situation où il espère bien que le régime qui demeure va lui obéir. C'est ça, régime vassal en quelque sorte. Donald Trump a une attitude ambivalente vis-à-vis de la République islamique, déjà depuis son premier mandat. Assez rapidement, il sort de l'accord sur le nucléaire qui avait été négocié par Barack Obama, qui là, les négociations sont au point mort d'ailleurs. Voilà, qui ramenait l'Iran sur le devant de la scène internationale, qui les faisait sortir de leur rôle de paria. Il sort de l'accord, lui, il a une obsession, c'est faire lui-même son accord. Il y a eu des négociations qui étaient à un point très avancé, et finalement, les Américains ont décidé que ces négociations allaient s'arrêter, donc pas d'accord. Pareil, au moment de la guerre des 12 jours, il parle de changement de régime. La guerre des 12 jours, là où il y a eu donc change, qu'il a théorisé avec l'intervention militaire des États-Unis et d'Israël. On Make Iran Great Again, c'est théorisé, voilà, de changer ce régime. Finalement, il dit qu'il ne faut pas laisser aux Iraniens de choisir. Finalement, il y a ces frappes sur ces sites nucléaires iraniens qui mettent fin à la guerre avec Israël. Ça met fin à la guerre. Du coup, s'ensuit une répression terrible pour la population iranienne, avec la République islamique qui se venge sur la population avec des arrestations, des pendaisons. Mais Shirin Ardakani en parlera mieux que moi. Et là, effectivement, de nouveau, changement de régime, pas changement de régime. Au moment de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran en juin, Benyamin Netanyahou avait la possibilité d'éliminer le guide suprême Ali Khamenei. Donald Trump a refusé. Ils ont éliminé un grand nombre de gardiens de la révolution. Beaucoup ont survécu, notamment Ali Shamkhani, qui est un des plus proches conseillers de Ali Khamenei. Donc Benyamin Netanyahou aurait pu aller beaucoup plus loin. Et parce qu'en fait, quand on regarde, c'est difficile de l'analyser, la psyché de Donald Trump. Est-ce qu'il ne rêve pas n'oublions pas qu'il a quand même rencontré Kim Jong-un à la frontière avec la Corée du Sud. Pourquoi faire assassiner Khamenei? Pourquoi faire? Pourquoi pour être remplacé, par exemple, par un général des Pasdaran et instaurer une dictature militaire, passer de la République islamique, d'où Wilayat al-Faqih à une dictature militaire?
Est-ce que c'est la solution? Non, bien Donc, évidemment. et un scénario, pardonnez-moi, d'enlèvement, comme ils ont fait avec Maduro, parce qu'il y a eu pas mal de fake news d'ailleurs, un enlèvement donc avec une opération spéciale de Ali Khamenei. Et alors vous enlevez Ali Khamenei, il sera remplacé par des dizaines d'Ali Khamenei. Il faut absolument pas comparer les deux Oui, mais régimes. c'est le symbole là qui serait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un symbole comme avec Maduro? On enlève Maduro, mais c'est sa clique qui reste au pouvoir. Alors, moi, j'ai déjà Shirin Ardakani. plusieurs choses à dire. Déjà, pour revenir à ce que vous disiez sur le nationalisme iranien, pardon, je reprends un peu avant, mais oui, c'est vrai qu'il y a un nationalisme iranien très fort, et en même temps, c'est bis repetita. L'histoire vraiment se répète. Là, moi, j'ai le sentiment que quand je regarde la séquence, c'est des scènes qu'on a déjà vues. La question de l'or noir, du pétrole iranien, qui est à la fois une chance, mais une malédiction pour ce pays. Je rappelle que partout, en 51, donc Mossadegh, qui est un nationaliste, un laïc, pardon, oui, enfin avant, quand lui il arrive, c'était en 51, mais quand il arrive au pouvoir, il va nationaliser dans les années qui suivent le pétrole, et ensuite les États-Unis et les Britanniques, pour précisément protester, parce que c'est évidemment les compagnies anglaises qui avaient des concessions qui étaient très avantageuses, au détriment d'ailleurs des Iraniens, et bien qui ont décidé de faire un coup d'État. On le sait tout ça, c'est pas du tout complotiste que de le dire, et donc c'est avec l'aide des services britanniques et de la CIA que le Shah, qui était en exil, eh bien, a pu revenir. Et donc, cette histoire, finalement, des puissances étrangères qui, pour des intérêts qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas changé, et qui se servent littéralement dans les ressources du pays, eh bien, vont, au gré de leurs intérêts, privilégier tel ou tel candidat. Là, on peut dire qu'elles sont remises au goût du jour, on peut dire, avec Trump. Exactement. Shirin Ardakani, tout à fait. Ce qui se passe au Venezuela. C'est malheureusement l'histoire qui se répète, et le peuple iranien, j'espère qu'il aura la clairvoyance de ne pas sombrer dans la même utopie qui a été celle de 79, en croyant trouver son salut auprès de sauveurs suprêmes. Alors là, il se trouvait qu'en 79, c'était un clerc. Eh bien, j'espère que là, ils ne mettront pas leur destin entre les mains d'un autre sauveur suprême, mais cette fois qui a une couronne, et qu'ils diront: le peuple iranien doit décider par lui-même, en Iran, avec l'opposition iranienne qui n'est pas en exil et en indépendance. C'est-à-dire sans qu'il y ait d'intervention. On n'en est pas là, Shirin Ardakani. C'est-à-dire, on n'en est pas là. On n'en est pas à un choix tel que... Enfin, là, vous parlez d'une vraie transition. Pourquoi on n'en est pas là? Eh bien, justement, si, on en est là. Moi, je crois qu'on en est justement là, parce que moi, je vais vous dire quelque chose, j'étais pas née en 79. Mais par contre, les gens qui ont fait la révolution de 79, je les connais. Et ce qu'ils me disent tous, c'est, tu sais, on l'a pas vu venir, Khamenei. C'est-à-dire donc vous dites qu'il va chuter, ce régime. Non, mais moi, je suis sûre que ce tout régime seul, il va chuter. s'effondrer. Non, mais je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'effondrer. Il va peut-être s'effondrer dans une semaine, comme il va s'effondrer dans un an. Mais ce qui est sûr, c'est que ce régime, il va s'effondrer. Tout seul, donc pas besoin d'intervention américaine ou israélienne. Et surtout pas. C'est la force du nombre qui l'emporte. Quand vous avez 10 millions d'Iraniens dans la rue, vous n'allez pas pouvoir tous les tuer. Là, justement, si on arrive à ce niveau-là, lorsqu'on analyse les différentes dictatures qui tombent au Moyen-Orient, regardez Ben Ali, regardez Moubarak, regardez les autres, là, ou même en Iran, lorsque vous avez 10 millions, bien évidemment, là, le changement devient impératif. Mais en termes quantitatifs, j'ai parlé énormément avec notre chercheur basé à Téhéran aujourd'hui. Il me disait, mais clairement, quantitativement parlant, on est très, très, très loin. Mais si jamais, je lui demandais si jamais, est-ce qu'il y a la possibilité que, par exemple, les grandes villes comme Téhéran et les autres villes descendent massivement? Il me disait, mais c'est quoi massivement pour vous? Je disais, des millions. Lorsque des millions seront dans la rue, le régime va tomber, bien évidemment. Mais est-ce qu'on n'est pas très très loin de ça, de ce scénario? Il y a eu 3 millions de gens, 3 millions de manifestants à Téhéran en 2009 contre la réaction de Mahmoud Ahmadinejad. Et même avec 3 millions, on n'est pas tombé. Non. Ah non, il n'est pas tombé à l'époque. Non, il n'est pas tombé, il a essayé justement renforcer. J'ai beaucoup parlé, je redirai après. Il y a quand même Richard Verly. Donald Trump et de ce que peuvent faire les États-Unis. D'abord, Donald Trump, pardonnez-moi l'expression, je crois qu'il se fiche complètement des Iraniens. Bien sûr. C'est pas son sujet. D'ailleurs, il se fiche un peu même s'il n'arrête pas de parler de la population iranienne et de la population vénézuélienne. C'est pas son sujet. Son sujet, c'est dans la région, le pétrole et la sécurité d'Israël. Après, on pourrait imaginer un scénario. Là, on échafaude des théories. S'il y avait à Téhéran une république islamique
qui serait conforme aux intérêts des États-Unis ou qui prendrait l'engagement de ne pas mettre en péril les intérêts des États-Unis et donc d'ouvrir un dialogue avec Israël, ça lui conviendrait sans doute très bien Absolument. à Donald Oui, Trump. bien sûr. Il ne demande un changement de régime, on le voit au Venezuela, que si ce régime n'obéit pas aux États-Unis. Mais si le régime, alors on va voir ce que ça donne au Venezuela, si ce régime finalement obéit et rentre dans les clous, ça lui convient très bien. C'est ce qui s'est passé en 1979. Khomeini, le sort du Shah est scellé en 1978 lors d'un sommet de la Guadeloupe où notamment Valéry Giscard d'Estaing et à l'époque le président américain décident de ne plus soutenir le Shah, de soutenir Khomeini, parce que Khomeini leur promet qu'il y aura des contrats, notamment sur le pétrole. Mais Khomeini arrive, c'est l'avènement de l'instauration de la République islamique. Très vite, il y a la prise d'otages à l'ambassade américaine. Les Américains comprennent qu'ils se sont fait duper. Et c'est comme ça. Mais Khomeini, n'oublions pas qu'en 1979, on le présentait quand même comme le Gandhi iranien. Comme un homme qui allait apporter la paix. Et donc tout le monde s'est trompé à l'époque. Voilà, mais ce qui est intéressant quand on parle Chérine parlait de la révolution. Les femmes ne se sont pas trompées. Hein. Ouais. Les femmes iraniennes, très tôt, ont dit on n'a pas confiance dans celui-là. Ouais. Mais elles n'étaient pas écoutées. Vous savez, aujourd'hui, la moitié de la population iranienne n'a pas connu la révolution islamique. Aujourd'hui, les enfants qui sont, les jeunes qui sont dans les rues en Iran, leurs parents, pour certains, ont fait la révolution islamique. Sont descendus dans la rue pour manifester contre le Shah qui a dû partir le 16 janvier 1979. Et depuis, moi, je remarquais ça quand je vivais en Iran, il y a une très grande nostalgie et une idéalisation de cette période de la monarchie. Pahlavi. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ces jeunes dont les parents ont pour la plupart fait la révolution islamique, parce qu'il ne faut pas oublier que durant le règne du Shah, c'était aussi une dictature, il n'y avait pas de liberté politique, il y avait une police politique qui s'appelait la SAVAK, qui faisait peur à tout le monde, reprendre les mêmes slogans que leurs parents il y a 47 ans. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce miroir. Effectivement, on a l'impression, moi quand je parle avec des personnes qui ont connu cette période de 1979, qui ont été dans la rue, qui ne l'ont pas été d'ailleurs, mais ils me disent, moi je sens cette même atmosphère qu'il y avait en 1979 lorsque le Shah est tombé. Mais est-ce que le pouvoir est verrouillé en fait? C'est ça, vous dites non. Mais si vous me permettez... Est-ce qu'il y aurait des passe-d'Aran qui accepteraient un deal avec les Américains Ça serait possible, ça? C'est tout à fait possible, mais juste rapidement, en fait, vous avez absolument raison que Donald Trump s'en fiche royalement de la démocratie, de la sorte du peuple iranien, de la liberté, etc. Et ce peuple, ce grand peuple iranien, bien éduqué, conscient de ce qui se passe dans ce Moyen-Orient, voit très bien que Donald Trump est l'ami avec toutes les dictatures de la région, hein, n'est-ce pas? Et ça pose aucun problème. C'est pourquoi, selon tous les indicateurs qu'on analyse, parce qu'on a un observatoire dans notre institut qui s'appelle l'Observatoire d'Iran, tous les indicateurs qu'on analyse, c'est qu'une grande partie de ce peuple ne fait absolument pas confiance au discours de Donald Trump sur la démocratie et sur la liberté. Et ils ne comptent que sur eux-mêmes. Mais en revanche, effectivement, un pouvoir ami, entre guillemets, c'est-à-dire, parce que vous dites, si Khamenei était enlevé ou s'il mourait, de toute façon, son fils est prévu, donc tout le système est encore verrouillé, c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'il pourrait y avoir, au contraire, un certain nombre de cercles du pouvoir qui accepteraient un autre type de système, alors pas une démocratie, mais peut-être de renoncer à l'aspect peut-être révolutionnaire de la République islamique, un côté peut-être plus conservateur, enfin voilà. Khamenei, juste, il n'avait pas vocation à rester. Ils ont mis beaucoup d'heures pour délibérer, pour le choisir à la mort de Khomeini en 1989, donc 10 ans après le début de la République islamique. Ça fait 37 ans qu'il est au pouvoir. Et effectivement, quand vous voyez le système, comment c'est intéressant, mais ça mériterait presque une émission de parler du Velayat Faril, le système de la République islamique tel qu'il a été pensé. C'est-à-dire qu'il y a ce guide suprême qui est l'équivalent de Dieu sur terre, du représentant de Dieu sur terre. Comme les rois d'ailleurs. Comme sont les représentants de Dieu. Mais d'ailleurs, moi, on m'avait dit à Téhéran à l'époque, on avait un roi, maintenant il y en a 1000 qui ont des palais. Voilà, c'est une image que les Iraniens Donc c'est un scénario qui vous semble quasi impossible. Il ne faut pas minorer le rôle des gardiens de la Révolution. S'ils voient que leur pouvoir est menacé, que leur économie, que leur gain est menacé, ils peuvent tout à fait, c'est une des possibilités qu'on évoque à chaque fois, un coup d'État militaire des gardiens de la Révolution. Chérine Ardakani. Non, mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que... Pourquoi ils ne l'ont pas déjà fait, en fait? C'est ça la question qu'on se pose. La République islamique d'Iran, c'est une dictature cléricalo-militaire. Ça veut dire que vous avez là 2 mégastructures qui sont les plus organisées et qui donne en fait une bureaucratie totalitaire. Donc c'est-à-dire que l'espèce de fantasme qui consiste à dire vous allez juste enlever la tête et après la structure va s'effondrer,
C'est pas vrai. En plus, c'est pas n'importe quel islam, c'est les chiites. Ils sont ultra organisés. Donc en fait, finalement, vous prenez blanc, bonnet blanc. À la limite, j'ai même envie de dire, c'est la même chose. Donc vous avez ces deux métastructures. Donc le coup d'État militaire, et tu as raison, Mariam, quand tu dis que les gardiens de la Révolution, c'est pas juste leur survie à eux. Ils ont des biens, ils ont des familles, et donc vous touchez au pactole. Donc ils vont quand même pas se laisser faire comme ça, et ils vont évidemment protéger leurs intérêts. Donc, ils étaient favorables à l'ouverture de l'Iran, d'ailleurs, en 2015. Non, pas du tout. Ils étaient opposés. C'était leur manne financière qui... Mariam connaît mieux le sujet, mais... Donc, ce qui veut dire que la tentative d'ouverture, finalement... les sanctions les arrangent, les gardiens de la Révolution. Il n'y a aucune chance d'ouverture dans ce système-là. Le qualitatif, enfin, la description la plus adaptée pour la situation du régime, je ne dis pas de l'Iran, du régime actuellement, c'est le blocage. On est vraiment dans un blocage total, parce que la réforme n'est pas possible de l'intérieur. Le changement du régime, là, aujourd'hui, n'est pas disponible. Une intervention massive à l'irakienne en 2003, totalement exclue. C'est pourquoi je ne suis pas très optimiste par rapport à ce mouvement. Richard Verlick, tout de même, ça reste dans le discours de Trump, il l'a encore redit. Ça reste aussi dans le discours de Netanyahou, bien sûr, puisqu'il y a une opération contre l'Iran appelée Iron Strike, qui serait un plan d'attaque, qui a été discuté avec Trump le 29 décembre en Floride. Donc tout ça reste envisageable, en tout cas. Il y a, outre les intérêts géopolitiques qu'on a évoqués, il y a une autre réalité qui est très importante aux yeux de Trump, et vous connaissez bien les États-Unis, Stéphanie, c'est qu'il y a deux régimes qui, depuis des décennies, traitaient les États-Unis de diable et de Satan sur Terre. C'était Chavez au Venezuela, qui avait même dit à la tribune des Nations Unies « Je succède au diable » parce que la veille, George W. Bush était devant la tribune des Nations Unies, et le régime iranien, qui régulièrement désigne les États-Unis comme le grand Satan. Donc, quand on a le tempérament de Donald Trump, la tentation de mater ou de décapiter celui qui passe son temps à insulter les États-Unis depuis des décennies, je pense que quand même, quelque part, c'est important pour lui, parce qu'il se construit une stature, Donald Trump. Il n'y a pas que le prix Nobel de la paix, il y a aussi le 250e anniversaire de la déclaration d'indépendance en juillet, et donc tout ça contribue au narratif, au récit du grand président qu'il veut être dans l'histoire. Le seul problème, c'est que le régime iranien, le régime de la République islamique, n'est pas le régime bassiste en Irak. En Irak, vous enlevez Saddam Hussein, il n'y a rien. Mais là, en Iran, vous enlevez Ali Khamenei, il y aura 250 Ali Khamenei à sa place. C'est pourquoi assassiner ou enlever Ali Khamenei, pourquoi pas, mais ça change absolument rien. Mais alors comment, puisque vous avez l'air d'y croire tout de même, Shirin Ardakani, à la chute à la fois de ce régime et un changement, comment une démocratie éventuellement? Est-ce que Narges la prix Nobel de la paix qui est emprisonnée, est-ce que ce serait elle? C'est possible ou pas? Écoutez, déjà, moi, je crois que là, il y a quand même une chose sur laquelle il faut aussi quand même recentrer, c'est qu'à l'heure où on se parle, là, il y a des manifestants dans la rue qui sont en huis clos total parce que le régime iranien a coupé complètement les communications. Moi, j'ai eu grande difficulté ce matin et encore cet après-midi à communiquer avec mes proches qui sont en Iran parce qu'en fait, Internet a été coupé. Et on sait que quand Internet est coupé, c'est que précisément les Bassidji et les forces de sécurité se préparent à réprimer massivement dans le bain de sang. Je sais que ce soir, il était prévu que beaucoup de gens aillent manifester parce que c'est ce que vous disiez effectivement tout à l'heure. Il y a une grande ville qui était un peu absente de ces mobilisations-là, c'était Téhéran. Or, moi, des échos que j'ai, précisément aujourd'hui et demain, il était question que massivement les Téhéranais, parce que demain, on est vendredi, donc c'est un jour férié, aillent dans les rues. Donc je crois que là, quand même, les 48 prochaines heures vont un peu être déterminantes. Et on sait que ce huis clos, c'est le moment où il va y avoir le plus de violence. Donc déjà, moi, j'appelle toutes les personnes qui nous regardent à se recentrer sur la question de ce qui va se passer pour les gens qui vont risquer leur vie dans les rues. Et là, je vois sur votre antenne qu'il y a quelques minutes, Berlin s'est exprimé en condamnant les répressions des manifestants. Et moi, je pense que déjà le pouvoir politique de l'Union européenne peut commencer. Donc vous attendez une réaction de l'Union européenne? Le silence, là, quand même, il commence à se faire un peu lourd. Alors, je comprends bien qu'il y avait autre chose, et notamment de condamner l'impérialisme vénézuélien, même si
c'est arrivé un petit peu tard quand même comme expression. Mais toujours est-il que là, je crois que l'expression de l'Union européenne et de tous les grands démocrates, c'est de veiller à ce que la population iranienne ne se fasse pas massacrer dans les 48 prochaines heures, d'une part. Et ensuite, je termine parce que j'ai beaucoup parlé, je crois qu'il y a 3 choses pour qu'un mouvement révolutionnaire arrive. Le premier, c'est que les gens, ils doivent descendre massivement dans la rue. Donc là, ça n'est pas encore assez massif. Voilà. La deuxième chose, c'est que il faut que les démocrates, y compris en Europe, prennent le parti des Iraniens et disent aujourd'hui, il y a la rue et il y a le régime. Ça, pour le moment, ça n'a pas été fait. Emmanuel Macron, l'Union européenne... Vous voulez dire une déclaration, ça n'oppose pas, oui, aujourd'hui, Emmanuel Macron... Déclaration serait de la force. Malheureusement, ce que font les tyrans, c'est-à-dire ce que font Netanyahou et Donald Trump, qui disent aujourd'hui, il y a le peuple iranien et il y a le régime, et le peuple iranien n'est pas le régime. Voilà, ça n'a pas été fait par l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas dit... Khamenei n'est plus légitime à gouverner. Voilà. Donc déjà, ça pourrait aider une transition démocratique. Et enfin, dernier point, il faut libérer les prisonniers politiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'expression, y compris des gouvernements démocratiques ici, ce n'est pas de dire il faut mettre dehors les Narges Mohammadi, les prisonniers d'opinion, il n'y aura pas d'alternative politique possible parce que ces gens-là, concrètement, ils ne sont pas libres. Oui, mais pourquoi le ferait-il aujourd'hui alors qu'ils répriment de plus en plus ? C'est-à-dire, ils ne vont pas libérer les prisonniers politiques. Non, mais il faut que la pression politique internationale, ce soit de faire en sorte que les forces vives qu'il y a dans ce pays puissent s'organiser. C'est comme ça qu'on arrive à faire en sorte que le mouvement révolutionnaire, il aboutisse en fait. Les sanctions, finalement, n'ont pas du tout eu ce résultat. Juste sur la population, mais c'est une aubaine pour les gardes de la révolution qui s'enrichissent grâce aux sanctions. Mais en fait, il faut arrêter de dire que la situation économique de l'Iran est liée aux sanctions. Elle l'a aggravée, mais à la base, c'est quand même une mauvaise gouvernance et une corruption qui est endémique en Iran, qui fait qu'on est arrivé à cette situation économique dramatique pour les Iraniens. Il ne faut pas oublier que l'Iran est un pays très très riche, 3e réserve de pétrole au monde, 2e réserve de gaz, des matières premières à foison. Donc les Iraniens le comprennent. Et d'ailleurs, un des slogans phares de ces 12 derniers jours, c'est « Ni Gaza, ni Liban, je sacrifierai ma vie pour l'Iran ». C'est-à-dire arrêtez d'envoyer de l'argent au proxy pour protéger la République islamique, occupez-vous plutôt de la population. Et ça, c'est un slogan qui est très fort et qui revient très régulièrement à chaque fois qu'il y a un mouvement de contestation. On va suivre tous ces slogans, ces manifestations qui ont lieu en Iran. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Shirin Ardakani. Merci Mariam Tirzadeh, Adel Bakawan. Merci Richard Verly. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez ce débat sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Restez avec nous.